depuis plus de 5 ans. Entre deux chaises de métal, la force révolutionnaire dans le balado de divertissement sportif. Podcast en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi-même, Marco, l'encyclopédie du Québec, TJ Holiday. Comment ça va? Ça va bien. À chaque fois que l'intro, des fois, là, ça va vite. Puis on dirait que ma langue, elle fait 3 backflips, puis elle reprend le mot après. Là, c'est intéressant. Ben, imagine le bruit quand je le faisais. Ouais, ouais. Toi, c'est ça. toi, ton cerveau, là, il pense trop. C'est ça ton problème. Non, mais c'est parce que quand ça rapport à la lutte, il parle encore plus vite. Parce qu'il est excité. Excité, ému, ce sont les mots. Ouais, en fait, c'est les mots parce qu'ils sont deux. Ouais, c'est ça. Oh, le roi du ring! C'est le temps de l'année pour les nostalgiques, pour les OG. Ouais. Le mois de juin a toujours eu rapport avec le King of the Ring dans le temps. Ouais. On était jeunes, ouais, en effet. Exact. Puis depuis qu'on fait le podcast, les rétro-reviews de King of the Ring ont toujours été dans le mois de juin aussi. Donc, on a respecté cette chronologie-là dans le temps, vu qu'on est un podcast rétro à la base. Ouais, puis il nous reste celui-là, puis un autre qu'on fait la semaine prochaine. Puis on a fini King of the Ring. Mais quoique, techniquement, on n'a pas fini parce qu'il y a eu par la suite après ça en Arabie. Là. Mais je pense pas que ce soit assez rétro pour qu'on les fasse là. Mais on ne sait jamais, on verra. Mais je pense pas. Éventuellement. S'ils ramènent le King of the Ring une année de façon. Je pense pas que ça va arriver, là, qu'ils vont ramener le King of the Ring. Quoique, je dis ça, mais. Mais le pire, c'est qu'il y en a quand même eu d'autres. Maintenant, il y a un Raw qui avait juste ça dedans, là, en genre 2007-2008 à peu près. Ouais. Celui que Regal a gagné. Là. Est-ce qu'on peut revenir à la nostalgie d'antan avec le King of the Ring ou c'est passé puis plus jamais WWE peut refaire ça de la bonne façon? Ben non, je pense que qu'est-ce qu'ils ont fait les dernières années avec Cody et tout ça, qui gagne le gagnant du King of the Ring à un title shot à SummerSlam, je pense que c'est une bonne idée. Là. OK. Est-ce que tu le ferais tout dans la même soirée comme c'était avant? Ben, mettons un 8 lutteurs dans le tournoi, oui, là, mais pas plus que ça. Là. Je serais pas un. Le meilleur exemple moderne que je me souviens, c'est celui de 2002. Je trouvais que ce pay-per-view-là était parfait pour le format King of the Ring. L'année 2002, en général, était très bonne. On en a pas déjà parlé au podcast une couple de fois. Fait que non, pour vrai, mais oui, en effet. C'est sûr que c'est mieux qu'avoir juste genre, comme la semaine prochaine, 97 qui nous reste, c'est genre juste deux matchs de demi-finale puis la finale. Fait que c'est juste 3 matchs au total. Fait que ça dépend. Ça dépend. OK. C'est sûr que là, le temps aussi des matchs est réduit. Fait que ça enlève peut-être un peu de crédibilité au match. Quoique WWE à cette heure, le temps des matchs, ça ne veut plus de grand-chose. Si ils veulent faire quelque chose, ils vont le faire. Là. Ouais. Puis tu sais, même on voit les deux façons, comme celui d'aujourd'hui, 95, c'est genre les 8 lutteurs qui s'affrontent dans le tournoi. Tandis que la semaine prochaine, c'est genre juste 4 lutteurs. Fait que s'il y a un tournoi qui aurait mérité d'avoir juste les 4 lutteurs qui s'affrontent dans un match, ça aurait été celui-là, puis pas 97. Là, ouais, 100%. Mais ce que j'aimais avec King of the Ring, ce que j'aimerais aussi avec King of the Ring, c'est qu'il fasse un peu comme Money in the Bank au début, puis malheureusement, Money in the Bank, après, c'est comme. C'est devenu moins ça, là, mais tu sais, donner la chance à des gens qui n'ont pas souvent des title shots, pas nécessairement des main eventers. King of the Ring, ça serait intéressant que ça soit. Au pire, si vous ne voulez pas le faire pour le World Title, faites-le pour l'Intercontinental ou la US pour donner une importance au titre secondaire. Tu sais, des lutteurs peut-être mid-card, là, ça serait intéressant de faire ça. Ouais, ben souvent, des fois, il y a des rankings on the ring qui reflètent ça. Là. Comme tu sais, quand Xavier Woods a gagné, c'était pas pour le mettre World Champion. Tu sais. Non, c'est vrai. Ça dépend. Ouais. Fait que, à voir King of the Ring 95. Mais, la semaine passée, au podcast, c'était les mauvaises gimmicks. Évidemment, les mauvaises gimmicks dans le monde de la lutte. Et aussi, les lutteurs qui ont commencé avec des mauvaises gimmicks puis qui ont réussi à faire une carrière noble. Gagné beaucoup d'argent, malgré que ça a mal commencé.
Et TJ en parlait tantôt. King of the Ring 97, ça c'est la semaine prochaine pour compléter notre année 2026 pour les rétro-reviews de King of the Ring. Et après ça, on va avoir la biographie d'un de mes groupes préférés of all time, Evolution is a Mystery. Donc ça, j'ai très, très, très hâte de vous en parler. J'ai des petits papillons en dedans. Puis à travers la table, ben, on est dans le sprint de l'été des gros shows avec, évidemment, on a eu la GPW au sommet de la lutte et NSPW, tous leurs gros shows cet été. Fait qu'on va faire des éditions spéciales de ces shows-là. Live sur Twitch, 20h30, Facebook et YouTube. Au moment que ce podcast-là va paraître, on va être rendu à faire celui de pas Guerre civile, mais de Golden Opportunity, parce qu'on va avoir fait les deux autres déjà. Oui, exact. Donc, c'est ça. On a fait Rivalité et Guerre civile. On est rendu à Golden Opportunity. Après ça, ben, restez à l'affût parce que ça ne sera pas live tous les mardis, mais on va avoir d'autres affaires qui vont se passer. Fait que restez des nôtres sur les réseaux sociaux. Exact. Les réseaux sociaux is the only way. Certain sens, oui. Certain sens. Exact. Fait que on est prêt pour passer au rétro review King of the Ring 95. Enfin, il est temps. Avant ça, Marco. Oui. La semaine dernière, de demander. On n'a pas cette semaine. Là, j'avais dit non, j'étais gentil. Mais cette semaine, on est de retour avec Dans la vraie vie. Le segment. Je veux dire, Marco, c'est l'actu populaire autour des ventes aujourd'hui, qui est 95, pardon. Fait que, es-tu prêt pour me dire, dans ce show-là qui était diffusé le 25 juin 95, show numéro 1 en Amérique du Nord, est-ce que c'est A, This is How We Do It, de Montel Jordan? Est-ce que c'est B, Have You Ever Really Loved a Woman, de Bryan Adams? Ou est-ce que c'est C, Kiss from a Rose, de Seal? Je vais aller avec Bryan Adams. C'est vrai, j'ai oublié que je le fais en effet. Ouais. Ben, j'avais quand même oublié de dire. Ça va être un petit peu plus long, j'arrive dans 2 secondes. Bryan Adams? Oh. Bonne réponse! C'était ça, en effet. Qui était le thème d'un film. Je pense que c'était le film de. Pas dit Peter Pan, mais c'est pas Peter Pan, c'est l'autre. Robin des Bois, là. Oh, celui avec Kevin Costner. Ouais, exact. Attends, ouais, ça. Ouais. Hey, là, pour vrai, là. Ça se peut que je l'écoute après le podcast. Ok, cool. Son numéro 1 au Québec. Est-ce que c'est A, Trop d'amour de Marjo? Est-ce que c'est B, J'ai le blues de vous de Marie-Carmen? Ah, c'est pas encore elle, tabarnak. Ou est-ce que c'est C, Où la route te mène de Daniel Lavoie? Hey, hein? Pauvre Marjo, tu te retrouves avec ces deux-là dans la même division. Division. Les Cruiserweight, quoi? Ouais, je peux pas gager contre Marie-Carmen. Je vais aller avec Marie-Carmen. Et oui, Marie-Carmen, la bonne réponse. Qu'on salue d'ailleurs. Bonjour Marie. Je vous salue Marie. Film numéro 1 au box-office. Est-ce que c'est A, Billy Madison avec Aaron Sandler, il est bon, lui. Adam Sandler. Est-ce que c'est Pocahontas, le film de Disney? Ou est-ce que c'est A, Ace Ventura 2, L'appel de la nature avec Jim Carrey? Oh, Chris, c'est pas évident, ça. Ouf. C'est des grosses années de Jim Carrey en plus. Sandler était pas mauvais, mais... C'est Billy Madison, hein? C'est ça le premier? Exact. Je vais aller avec Pocahontas. Let's go! T'es quasiment... l'autre, si t'as l'autre, tu vas être officiellement le perfect scorer. Le King de 95, c'est moi. On a eu 92 avec Alfredo. Moi, je suis 95. Ouais, c'est ça. Jeu vidéo sorti alentour. C'est peut-être toi, tu connaîtras. Ben, tu vas connaître peut-être les noms de loin, là, mais en tout cas. Ouais. Est-ce que c'est A, Battle Arena Toshinden de PS1? Est-ce que c'est Castlevania Dracula X sur SNES? Ou est-ce que c'est C, Chrono Trigger sur SNES également? Celui que je connais le moins, c'est le troisième. Là. Okay. Les deux autres, c'est correct, je les connais. Là.
Castlevania, ça a été un gros hit, là. Mhm. Puis l'autre, c'est Battle of... Arena Toshinden. Ah, je vais aller avec Battle Arena. Et non, c'était Castlevania. Ouais, j'ai pris une chance, là, mais... Ouais. C'est pas grave, quand même eu 3 sur 4. Hey, il est le fun, ce jeu-là, je l'adore, ce jeu-là. Ouais, ben oui, c'est ça. L'autre, je vais te le dire direct. À fond, le monde du sport, je te le ferai jamais deviner ou presque parce que des fois, c'est des affaires plus nichées. Là. Ben, ça dépend. Celui-là, par exemple, je pense que tu l'aurais eu, je te le dirais. Là. Ah, c'est long? Ça a rapport au hockey. Ouais. Ok, ben je pensais que tu l'as deviné. Ah, tu veux savoir la Coupe Stanley, c'est ça? Ben, c'est peut-être pas ça. Peut-être le draft, peut-être d'autres choses, je sais pas. Ben, dis-moi, ça a rapport à quoi? 95 juin 95. La Coupe Stanley. Ah. Ben, c'est pas les Red Wings de Détroit qui ont gagné en 95? Ou les Panthers? Non, c'était contre les Panthers. Non, Panthers. Non, Panthers. Attends. 93, c'est Montréal. 94, c'est les Rangers. 95, c'est les Devils, right? Ouais, exactement. Ouais. Bon, Okay, les Red Wings de Détroit, en fond, c'est ça. Ouais, en fait, la Coupe Stanley, au Meadowlands Arena de East Rutherford, New Jersey, les Devils battent les Red Wings 5-2. Ils remportent la série 4-0. La première participation des Devils en finale de la Coupe Stanley à l'époque. Et le Conn Smythe a été remporté par... t'as peu. C'est pas Scott Niedermayer? Non, passe à un de mes joueurs préférés, là, ever. Là. Ah, Claude Lemieux, ouais. Exactement, oui, Claude Lemieux. C'est vrai. Conn Smythe. Oui, il y avait des playoffs de Dieu dans ce temps-là, Christopher Nesty. Parce que les Devils, si je me trompe pas, ils ont gagné 95-96. Après ça, t'as les Red Wings qui ont gagné aussi. Ils ont-ils gagné back-to-back? Je pense que oui. Il y a Dallas qui a gagné aussi la Coupe Stanley. 99. Ouais. Puis, c'est ça. Après ça, c'était Colorado là, qui s'en venait. Puis, Ouais, exact. Sur le WF Magazine du mois de juin 95, on a Diesel qui achète à ses pieds. Puis on voit en mortel en haut. Ouais, Bigelow puis Taylor en mortaise en haut, qui est sact. Fait que voilà le WF Magazine du mois de juin 95. Et pour terminer, voici les champions en puissance. Champion de l'UVF, c'est Big Daddy Cool Diesel. Champion continental, c'est Jeff Jarrett. Champion tag team par équipe, c'est les Smoking Guns, Billy et Bart. À la WCW, ben, Color Me Shocked, champion du monde, était Hulk Hogan. US champion était Vader. Champion par équipe était Harlem Heat. Et champion de télévision était Arn Anderson. Alors voilà, c'était dans la vraie vie. Merci d'avoir participé. C'était vraiment la plus belle édition de Dans la vraie vie. Ça, toi, je suis quasiment content. Ouais, merci. Puis, hey Fred, sache qu'à partir de maintenant, ben non, je m'en fous dans la vraie vie, j'aime pas ça. Prochaine fois, on va faire la semaine prochaine, tu vas avoir 3 sur 4 encore, tu vas capoter ta vie, tu vas faire ça, il faut m'a flippé à la table, puis m'a mangé des carrés de crispy. Pas commandité. Bref. Fait que voilà. Fait qu'on est prêt pour le Retro Review du Canary 95. Qui est le 3e pay-per-view de ce nom. Il y a eu le 25 juin 95 en direct du Core State Spectrum. Maintenant, le Spectrum, juste le Spectrum. De Philadelphie, en Pennsylvanie. Il y avait 16 590 fans dans l'aréna. Et il a choisi une cote d'achat de 150 000 foyers qui ont commandé la télévision, à la carte, à la maison. Et la pire cote de King of the Ring de tous les temps en pay-per-view. Je ne sais pas si c'était une prémonition ou un omen de la soirée, mais en tout cas, c'est ça. T'as-tu dit combien il y avait de spectateurs dans l'aréna cette soirée-là? C'était-tu... 16 590, ouais. OK, ouais, c'est ça, parce que Philadelphie reste une ville de sport puis de lutte là, aussi. Là. Absolument. Puis pour ceux les plus vieux fans de hockey, entre autres, puis de lutte, le Spectrum, là, c'était mythique. Là. Quand tu allais là-bas, c'était vraiment intimidant. Là. Les fans, il y avait de la bataille tout le temps. C'est une grosse aréna spectaculaire, là, mythique dans le monde du sport. Ouais, avec les Broad Street Bullies à l'époque. Ouais. Exact. Il y a un combat de pre-show qu'on va parler dans pas long, mais pour l'instant, c'est pas ça. On commence avec ça avec la voix de Dennis McMahon qui nous parle pendant qu'on voit la vue du dirigeable de la WWF sur la ville de Philadelphie avec le capitaine Kerwin Silfies, clin d'œil, qui était juste. C'est pas son vrai nom, c'est parce que c'est le nom du gars qui s'occupait des affaires éditées vidéo à l'époque, qui est décédé il y a pas longtemps, en fait. Oh. Ouais. Il dit que ce soir, dans la ville où a eu lieu la naissance du gouvernement américain,
ou que la déclaration d'indépendance a été écrite, c'est la monarchie qui va régner et qu'on va avoir un nouveau roi du ring. Qui ce sera, dit-il? Après, on a Stephanie Wyatt qui nous. Là, pas confondre avec Wyatt. Ouais, c'est ça, j'allais dire en plus. Dans les combats de qualification ont eu lieu avant le pay-per-view dans le Free-for-All. Et grâce au Coliseum vidéo, on a le match en bonus. Peut-être que sur Netflix où on regarde le show, c'est la version du Coliseum vidéo qui est disponible sur la plateforme. Ouais. Et le combat en question est Savio Vega contre IRS. Oh, fuck. Et le match est arbitré par Danny Davis. Et DBC était avec IRS, évidemment, pendant que Razor Ramon était avec Savio, qui était son. Razor qui était blessé, qui avait les ribs tapés. Ça devait être Razor qui avait juste sa place dans le tournoi principal en battant Jacob Blue, la grosse compétition en 95. Qui s'était blessé aux côtes le 9 juin à Uniondale, New York, dans un ladder match contre Jeff Jarrett dans un house show. Le gagnant de ce combat va affronter Yokozuna dans le pay-per-view plus tard, enfin, quasiment tout de suite après. Après 5 minutes, Savio a vaincu Shyster avec un spinning heel kick pour avancer dans le tournoi. C'était un match de pre-show, fait que ça ne comptera pas pour la note, puis j'ai pas vraiment. J'ai rien à noter, mais si j'avais à noter ça, j'aurais, mettons, mis 2 sur 5. La fin de même. Là. Ouais, dans ce genre-là. Là. Trop court pour être inoffensif, puis c'est un match de pre-show, fait que c'est correct. Le gala commence avec Vince McMahon qui souhaite la bienvenue avec son partenaire de la soirée, Doc Hendrix. Puis il parle du main event, du combat entre Hart et Lawler également. Il dit aussi que Savio Vega a gagné son combat de qualification dans le free-for-all et remplace Razor Ramon. Puis Doc dit que s'il veut gagner le tournoi à Vega, ben, il va falloir qu'il remporte ses 3 prochains matchs. Fait qu'il va gagner 4 matchs au total. Après, on attend la 12 musique orientale. On est prêt pour le match numéro 1. Yokozuna avec Jim Cornette et M. Fuji contre Savio Vega avec Razor Ramon. Et l'arbitre du match, Mike Kikiyoda. Et si vous voulez un fun fact pour l'événement, si maintenant vous le regardez plus tard sur le network, regardez bien les personnes qui ouvrent les portes dans l'entrée. C'est Matt et Jeff Hardy. Oui, c'est vrai. Ben oui. Ouais. Intéressant de les voir à l'époque. Puis je pense que Jeff avait genre 17 ans dans ce temps-là. Fait que c'est fou pareil quand tu y penses. Là. Parce que les Hardys, là, officiellement, à WWE, ont commencé en quoi, 99? Ben, sporadiquement, ils ont fait beaucoup de dark match en 94 aussi. Là. Ben, c'est fou, là, des années plus tard. Là. Ah ouais, Jeff Hardy, son premier match qu'il a fait, je pense, c'est contre One Two Trickle ou contre Razor en dark match. Puis, télévision taping, mettons. Puis, je pense qu'il avait genre 16 ans. Mm-hmm. Puis, la clique l'aimait bien, Jeff Hardy, au début, là, parce qu'il mangeait toutes les prises. Puis, il était bon dans le ring à son jeune âge. Fait que Razor, souvent, quand il luttait contre lui, il donnait des petits nananes de spot pour. Même s'il n'était pas supposé. Là. Mais Razor, il a fait souvent ça. Même du CW, il faisait ça souvent. Il a laissé gagner du monde comme Jericho quand il n'était pas poussé, puis Hector Garza, parce qu'il trouvait qu'il avait du potentiel, fait qu'il voulait les pousser un peu. Mais à toute fois, il se faisait chicaner par Bischoff, mais il s'en collait. Ouais, c'est Razor. Là. Ouais. On voit que Yokozuna s'est qualifié il y a 2 semaines à Raw en battant Lex Luger, par contre, à l'extérieur. Puis, un fun fact là-dedans encore, c'est que le porteur de drapeau de Luger qu'on voit qui se fait bousculer par M. Fuji, ben, c'est le futur Scotty Riggs à la WCW. Fait que voilà. American Males lui-même. Il a noté aussi que Owen Hart et le Rich Bulldog s'étaient affrontés dans un combat de qualification au Raw du 5 juin. Mais il n'y a pas eu de gagnant après un temps de jeu de 15 minutes. C'est à cause de ça que le match de Yokozuna contre Luger a été rajouté puis que Yoko a gagné le combat pour se qualifier. Il y a eu temps avec Todd Pettengill, Razor Ramon et Savio Vega. Savio dit que ça va être très difficile de gagner ce tournoi-là, mais qu'il va tout donner ce qu'il a pour que ça arrive pour tous ses amis latinos. Puis il est heureux en disant qu'il est heureux qu'il dit en terminant pour quitter vers le ring. Yoko met Vega au tapis avec un coup d'épaule. Yokozuna rentre ensuite une descente du coude en sautant que Vega a évité. Savio applique une clé de bras et rentre la tête de Yoko dans le coin à 10 reprises. Vega tente son coup de pied rouet, ce qui a vaincu IRS plus tôt dans la soirée, mais Yokozuna esquive et Vega s'écrase au sol. Yoko domine Vega dans le coin et tente un banzai drop pendant qu'on voit Owen Hart en habit sur le téléphone sur la Superstar Line. Et Vega roule hors du chemin avant que Yoko puisse monter sur la 2 pour faire son banzai drop. Mm-hmm. Yokozuna met Vega dans le coin avec un coup de boule. Il fait un Snapmare dans le milieu de l'arène. Il fait un Nerf Pinch pour immobiliser Savio au sol pendant au moins 1 minute et demie. Vega s'en sort et charge, mais Yokozuna l'évite et lance par le 7e corde.
Vega tente de revenir avec des punches et des atémis, mais Zuna le calme avec un uppercut à la gorge. So, Yoko le slam, puis rebondit sur les cordes et rentre descendre de la cuisse quand Vega se tasse. Après des chants de USA, pour le gars qui est portoricain, Vega a enchaîné les cordes à linge où Yoko s'est secoué et ça lui a réussi enfin son spinning heel kick. Et Cornette monte sur l'apron et l'a ramassé avec un punch, Vega. Et après ça, Owen est apparu et a donné des coups de poing dans les côtes de Razor. Vega a quitté le ring pour aller défendre son ami. Mais Yoko l'a suivi. Et pour ça, Vega et Yoko sont battus à l'extérieur du ring. Savio a envoyé Yoko percuter le poteau. Ça, Vega est remonté dans le ring juste à temps pour remporter le combat par contre à l'extérieur. Tu sais, ce qui est le fun, des fois, c'est que quand tu vas avoir le finish que tu vas avoir, l'arbitre compte vraiment le 10 en dehors du ring. Des fois, c'est plus long, des fois, c'est moins long. Tu sais, c'est ça. Tout dépendamment. Là. Ça, c'est un nitpick dans le monde de la lutte parce que tu contrôles un peu ton narratif. Là. Ouais. Mais quelle belle implication des gens à l'extérieur du ring pour rendre le match intéressant, believable, storytelling. Tu sais, Yoko, on le sait, là, c'est un bon big man, mais tu sais, c'est limité avec les fins que tu peux faire avec Yokozuna. C'est souvent des décomptes à l'extérieur ou des affaires de même. Mais il trouve toujours une façon de bien faire en sorte que il n'a pas l'air d'un jambon dans le sens qu'il ne se fait pas piner, puis que l'autre est capable d'aller chercher une victoire avec un momentum de temps en temps. Puis j'ai bien aimé Cornette, toujours excellent dehors du ring. Ramon avec Vega, je trouve leur petit style exotique aux deux ensemble, ça fit ensemble. Là, ça marche au bout. Là. Mm-hmm. Mais j'ai bien aimé. Le match, on s'entend que c'est pas un match AEW, là, pay-per-view, mais c'est bien ficelé et c'est bien fait pour ce que ça devait être. OK. Non? Non, mais le match, pas le match en tant que tel autour du match. Là. Oh ouais. Le match en tant que tel, in-ring, il ne s'est rien passé. Là. Il s'est rien passé in-ring. Non. C'est un match très dull pour commencer le pay-per-view. Puis c'est pas mal ça. Là. La note n'est pas grosse, je te le dis tout de suite. Il n'y a pas grand-chose de match à ce coach-là qui a de grosses notes, je te le dis tout de suite. Là. Non? Non, vraiment pas. Vraiment pas. J'ai donné à ce match-là 1,25. OK. J'ai donné 1,75 à ce match-là. OK. Mais beaucoup plus à cause de tout ce qui se passait autour du ring. Puis tu sais, c'est le tout, là, je trouvais que ça avait du sens. Je m'excuse tout de suite que si, mettons, je rends le match intéressant à ma description, c'est pas voulu. T'es dur, là. C'est pas si pire que ça, là. Tabarnak, tu biaises, Carlis, c'est pas si pire que ça, là. En tout cas. Voilà. Yokozuna, qui est le champion par équipe, va rester jusqu'en septembre, quand il va les perdre contre Sean et Diesel. Vous voulez peut-être aller là-dessus, aller voir Inner House 3 Triple Header pour ce qui était passé après. On l'a-tu déjà fait? Ben, si j'ai d'aller voir Inner House 3. Je te niaise. OK. La caméra fait un gros plan. Non, je ne prends pas partout. Hey, juste faire une parenthèse avant que tu continues, excuse. Ouais. Je t'ai coupé, là, mais au moment d'enregistrer ce podcast-là, c'était les 27 ans du décès de l'anniversaire d'Owen Hart. Là, il était dans le truc. Là, on l'a mentionné sur les réseaux sociaux, mais ouais, c'est ça. Je peux juste mentionner. Ça fait déjà 27 ans qu'Owen Hart nous a quitté le roi des cœurs. Donc, King of the Ring, ça fait avec lui aussi. Là. C'est pas Bray le lendemain aussi, genre, c'est ça? Ou, Ben, c'était sa fête à Bray hier. OK, c'est sa fête. La même journée. Ouais. OK, mais c'était pas son décès, c'est sa fête. Fête. Okay. Hey, t'imagines? Il aurait eu 39 ans, Bray. 39 ans, on est plus vieux que lui. Hein. C'est fou là, quand tu penses à ça. Là. Ah, je sais. Ouais. La caméra fait un gros plan sur le pied sale de Jerry de King Lawler qui est dans sa loge. Et Jerry dit que la senteur est pas si pire, même s'il a fait se faire arrêter plutôt pour de l'abus sur ses bas. Même ses bottes ont vu dans leur bouche tantôt. Et après ça, Lawler se vaporise le pied en promettant d'attraper Brett par les cheveux graisseux et de lui faire baiser son pied. Est-ce que le King est parfait? Ça n'a aucun sens comment ce gars-là, c'est un heel incroyable. Ouais. Match numéro 2, le Roadie, avec Jeff Jarrett contre Bob Spark Plugoli, avec l'arbitre du match, Jack Doan. Là, ça fait une couple de fois que tu le mentionnes depuis le début du podcast, là, puis je trouve que tu passes par-dessus comme si, genre, c'était pas important, là, mais là, encore une fois, ça rentre à pelleter, là. Quoi donc? Que le monde qui dit « Ouais, mais des fois, TJ, dans ses prononciations, on ne sait pas toujours comment ça s'appelle, surtout le nom de Jeff Jarrett. J'aimerais ça que tu le dises, s'il te plaît, pour les gens. » Je peux bien. Ça me fait plaisir. On appelle Jeff Jarrett
J-E-F-F, J-A-R-R-E-T-T, ha ha ha! J-E-F-F, J-A-R-R-E-T-T, ha ha ha! Attends, j'ai oublié. Fait partie de la présentation à cette heure. Exact. Le Roadie a battu Doink the Clown, tandis que Holly lui a battu Mentor pour se qualifier ce soir. Colin, on est encore faire des mauvaises gimmicks une semaine plus tard ou quoi? Un gars que t'as déjà battu, ça, Mentor, non? Non, Mentor, pas Mentor. Ah, ok, excuse. Je me suis même battu contre lui. Il m'a aidé à gagner un match. C'est vrai, il t'a aidé à gagner le title. Oui, il m'a aidé à battre Kevin. C'est qui a eu cette idée-là? C'était pas moi, qui a eu cette idée-là. Là. Mais non, mais c'est parce que le ring était à eux autres, je pense. Ah, ok, fait qu'il fallait qu'il fasse de quoi dans le show. Okay. Ben, je pense que tout ce qu'il a proposé, je sais pas, en tout cas. Mais en tout cas. Pendant l'entrée du Roadie de Jarrett, c'est annoncé par Vince que Jarrett va défendre sa ceinture demain et est en contre-attaque contre Savio Vega. Fait que voilà. Belly to belly souplex Ali sur le Roadie pour un compte de 2. Et ensuite, Ali tente plusieurs tombées rapides. Et Roadie va rejoindre Jarrett en bas pour un petit caucus avant de rentrer dans le ring. Roadie chiffre Ali par surprise dans le coin, mais se fait renverser sa projection ensuite. Sparkplug va de quelques bras à la volée et un scoop slam pour un compte de 2. Et Ali, c'est un ouragan Rana que le Roadie bloque avec un powerbomb, provoquant la célébration de Jarrett à l'extérieur du ring. Et Road Dogg cible le dos de Ali et applique un shinlock. Sparky Plug s'échappe et tente un roll-up pour un compte de 2, mais Roadie le renvoie au sol avec une clothesline. Le Roadie va d'un coup de coude, pour un compte de 2 avant de reprendre son chinlock. Le Roadie donne ensuite un coup de pied à Ali qui tente un marteau pilon, ou marteau pilot comme on écrit dans mon texte. Mais Bob le renverse avec un backdrop pour un double down. Après ça, Ali met Roadie au tapis avec un head scissor takedown, puis enchaîne avec un superbe saut chassé, une marque de commerce de Bob Ali à l'époque et même par la suite. Ali se motive et continue d'avoir les devants et enchaîne les coups. Un power slam, il a un compte de 2. Et Roadie demande pardon dans le coin, mais frappe Ali avec un cheap shot et se prépare pour une superplex. Sparkplug se défend et le pousse pour le faire tomber au tapis. Mais Bob saute avec un flying nothing. Il reçoit le pied de Roadie en plein visage au moment où il saute de la troisième corde. Et 1, 2, 3, mais Ali dégage en même temps. Et du moins tout après le 3. La cloche sonne et le Roadie et le gagnant laissant même les commentateurs perplexes. C'est arrivé vraiment à 1, 2, 3 se lève l'épaule, là, même que c'était quasiment en même temps. Là. Puis je sais pas si c'est un botch ou bien ce qu'ils veulent montrer, c'est que le Roadie, genre, il est tellement chanceux qu'il gagne genre juste d'un centimètre, même quand il gagne. Là. Je sais pas si c'est. Mais souvent, même à l'époque, là, les finishes, surtout pour les main eventers, là, ils faisaient le 3 puis ils dégageaient souvent après le 3, mais plus clair que ça. Ça, c'était plus juste, là, mais ça arrivait souvent que le gars se faisait punir puis il dégageait après. Là. Ouais, mais je sais pas si. Je sais pas s'il y avait une raison pour ça. Là. Je sais pas si c'est peut-être juste un botch aussi, ça se peut. Là. Ben, c'est ouais. Road Dogg Bob Ali, ça a plus de chances d'être un botch que Bret Hart Shawn Michaels, mettons. Hein. Non, ça c'est sûr. Fait que bon combat avec un bon rythme, puis comparé au match d'avant, c'est un classique. Là, fait que voilà. Alors, classique, faut pas non plus. Le pire, c'est que j'ai marqué ça dans mes notes. Bon pace, bon combat, bien ficelé, intéressant quand même. Ouais. T'as donné combien? J'ai donné 2 et un quart à ce match-là. Oh boy, ok. Quoi? J'ai donné 3. Ah ouais? Ouais, j'ai adoré ce match-là. Ben, adoré, c'est un grand mot. C'est ton match le mieux raté? Puis tu dis que t'as pas été généreux dans ce match-là parce que moi, pour vrai. Dans ce show-là, en général, j'ai pas dit que c'était des matchs que je suis un peu plus. Là. J'ai-tu une note de 3 dans ce show-là? Garde ça pour tantôt. Okay. Un peu de suspense. OK, de suspense. Si tout le monde va arrêter d'écouter le podcast, c'est toutes nos notes de. Alors, arrêtez pas tout de suite. Continuez, là. J'ai donné 6. Que je veux voir. Le Roadie va maintenant affronter Savio Vega dans la prochaine ronde du tournoi plus tard dans la soirée. La prochaine chose de note pour Bob Ali sera un match à SummerSlam contre Hunter Stemsley. Un match qu'il va perdre. Ouais. Hey. Il est quasiment aussi bon que Triple H dans le ring. Là. King of the Ring qui était supposé être 96, il était 97, là, mais bref. Ouais, il aurait dû être genre 2079 puis une crise de patience. Interview time avec Todd Pettengill et le Heartbreak Kid Shawn Michaels. On voit comment Shawn s'est qualifié après avoir battu King Bundy à Raw il y a 5 semaines. Et Michaels dit qu'aucun homme est assez costaud pour résister au super kick du Heartbreak Kid.
Et Shawn déclare aussi que qu'être grand ne signifie pas que tu es bon. Et il se dirige vers le ring. Ça, c'est un petit insider jab au monde plus gros que lui. Mm-hmm. Match numéro 3. Kama avec Ted DiBiase contre Shawn Michaels. Et l'arbitre du match est Tim White. Ah, il a l'air tout le Shawn Michaels sur le thumbnail, ça. Ouais, je pense qu'il y a des lunettes. Il serait presque deux. Ça arrête. Incroyable. Ouais. En pleine manchette de gomme, c'est ça que ça donne, des thumbnails. Ça, c'est officiel. C'est pas moi qui l'a fait. C'est la photo qu'il prenait. Là. It is official. Ouais. Kama s'est qualifié dans ce tournoi pour battre Duke Announcer Rossi. Voilà. Kama portait un collier en or parce qu'il avait fait fondre l'urne d'Undertaker. C'était une créature de la nuit. L'Undertaker était présente aux abords du ring, ringside. Puis je sais pas si tu le sais, mais le gars qui montrait avec le make-up de Taker un peu blême puis les cheveux, là, c'est Doug Basham. Ah, non, je sais pas. Ouais, c'est Doug Basham qui était à la USWA à l'époque, un des clubs écoles de l'UBF. C'est ça que j'aime de tes petites anecdotes de podcast de même. Moi, là, j'aime ça quand tu apportes des affaires de même, ça me rend heureux. Mais c'est ça que j'aime, des petits Easter eggs de même. C'est ça. Tu devrais juste faire des Easter eggs dans la vie. Tu devrais juste faire des Cadbury. Je ponds des œufs. Pour moi, des œufs, pour que je les mange avec le chocolat autour. Je devrais faire le reste du review avec une voix de juste à faire. Non, tu peux continuer à faire comme d'habitude, c'est correct. OK. Shawn fait son arrivée avec sa calotte métallique, mais après un quick cut, il porte une casquette King of the Ring bleu. Comment ça? Je vais vous expliquer. Ouais, pourquoi? Parce que... Tu l'as des fun facts quand même. Ouais, parce que justement, en regardant le match, j'ai fait comme, voyons, pourquoi il arrive avec une casquette du pay-per-view? C'est bien jobber, ça. Ouais. Pendant l'entrée de Shawn, là, tu vas être content de ce que je vais te dire. Bruce Pritchard était au podium de couronnement King of the Ring à faire la promotion de la marchandise du pay-per-view. Et Shawn va le voir, puis s'est approché du trône du roi du ring. Il essaie la couronne. Cette scène-là a été coupée de la version live du Coliseum vidéo et la version Netflix, on l'a regardé pour le review. Ça a été enlevé parce qu'il essayait la couronne qui était trop grande pour lui. Puis ça a comme laissé présager comme quoi que c'était Mabel gagnait le tournoi parce qu'elle était juste assez grande pour Mabel. Fait qu'il l'a enlevé à cause de ça. Puis dans le même segment, il prend juste la calotte du King of the Ring, puis il donne la calotte métallique à Pritchard, puis il s'en va. C'est pour ça qu'il y a le quick cut. Ouais. Très bon, ça. Wow. Ouais. Fait que voilà. Bravo. Ouais, Michael se met la position de combat d'art martial de Kama. Il fait juste des petits. Vous le niaisez. Il était qu'un Kama. Ouais. Et il joue de vitesse avec des punches rapides sur Kama. Il essaie ensuite éviter une charge de Kama, ce qui lui laisse permis d'enchaîner avec d'autres jabs. Michaels a couru le long des cordes. Kama l'a envoyé sur le tablier. Mais Shawn est remonté dans le ring en skin de 4. Il a porté un back body drop par la troisième corde. Kama a riposté avec un coup de pied dans les côtes, suivi d'une corde à linge qui a placé Shawn au sol. Et Kama a ensuite lancé Michaels dos au poteau du ring. Puis l'a violemment envoyé dans le coin où Shawn a pris son flip bomb cul par-dessus tête. On a vu la légende de boxe Smoking Joe Fraser aux abords du ring avec sa fille à regarder l'action. Et Kama a continué de dominer Michaels en travaillant les côtes de son opposant. Ça dure quelques minutes. Et Kama a tenté une prise de soumission. Un backbreaker dans l'adversaire à l'envers sur ses épaules. Michaels s'est dégagé avec l'aide des cordes qui a permis de tomber pour un compte de 2 pour HBK. Et Kama envoie violemment Michaels dans le coin, ce qui provoque une autre chute par-dessus tête, mais par-dessus la troisième corde. Et DiBiase en profite de donner quelques coups de pied à Shawn au sol. Et Michaels retourne dans le ring avant le compte de 10. Et Kama immobilise Michaels avec une prise de soumission, le gardant sur son genou en backbreaker pendant environ 2 minutes, ce qui fait très mal, je vous dis tout de suite. Mm-hmm. Je le confirme. C'est ça, toi, hein? Non, c'est ce qui me faisait le plus mal dans la lutte, c'est ça, quand on me faisait ça. Je fais aïe, avec ta bardaque, ça fait bien mal. Je me souviens quand on montait des matchs, tu me disais, tu vas-tu faire le backbreaker? Je fais, ouais. Puis là, t'es comment? Non, c'est pas le backbreaker. Le problème, c'est quand tu fais le backbreaker, puis tu gardes le gars sur le joue, puis tu fais juste, tu prends sa tête, puis ses jambes, puis tu pousses par en bas. Là. C'est ça qui me faisait mal. Moi, je sais pas pourquoi. Peut-être vous me payez en bonne place, je sais pas. Michaels se libère à coup de poing, et Michaels revient avec son coup d'avant-bras en sautant, et Kama le bump un petit peu en retard. Les deux lutteurs restent dans le ring jusqu'à temps que Kama tente le centre du coude, mais HBK se tasse du chemin. On annonce à ce moment-là qu'il reste à peu près que 2 minutes au combat. Michaels enchaîne les coups et court dans les câbles et revient avec une line en sautant. Il reste maintenant moins de 2 minutes.
Et Shawn monte sur la 3 et porte un coup de manche double axe sur Kama pour un compte de 2. Il reste 1 minute et Michaels fait les 10 punches dans le coin. Et il enchaîne avec une croix de corps. Kama se dégage au compte de 2. Et après ça, Michaels fait ensuite un petit paquet 1, 2, non, dégagement. Après 15 secondes, avec 15 secondes restantes, Michaels va le sunset flip. 1, 2 et non, parce que le compte est écoulé et Tim White, l'arbitre, arrête le pin. C'est un draw. Mais quand vous mettons regarder ce combat-là, puis vous la fin, là, le timing là, sur c'est parfait. C'est ça que j'ai marqué dans mon truc. Là, c'est comment tu peux arriver avec un timing parfait de même, c'est vrai. Puis tu sais, tu ne vois pas ralentir pour le temps. Là. C'est vraiment genre, il enchaîne, puis ça donne comme ça, puis tu fais comme wow! Ouais. Main de maître pour vrai. Ouais. C'est Sean, en même temps, c'est Sean, c'est pas compliqué. Puis même Kama, il peut suivre là, quand même. Kama, il n'est pas mauvais lutteur. Là. Ouais, c'est un bon big man. C'est pas un de mes préférés, mais il est capable de faire la job avec un bon opposant. Là. Ouais, exact. Ouais. Et après la décision, Kama attaque Michaels, mais il reçoit de la douce musique de mâchoire pour ses troubles. Et lui, après ça, fait sa routine d'après-match. Ensuite, ouais, mais j'ai juste, je veux dire que, ouais, ça a commencé slow le match, là. Mettons, les 3 à 5 premières minutes, j'étais comme, oh, pas sûr que je vais apprécier ce combat-là, parce que le combat dure quand même, 14-15 minutes à peu près, là. C'est 15 minutes, c'est un time limit draw. C'est un time limit draw, c'est 15 minutes. Fait que, tu sais, c'est le deuxième combat le plus long de la soirée si t'enlèves le main event, là. Mm-hmm. Quoique j'aurais pris Kama et HBK avant le main event souvent, là. Je sais pas. Hein. Mais ouais, c'est ça. Puis moi, j'ai pas vu, j'ai pas revu souvent des combats de Kama dans les dernières années à ce point-là. Là. Fait que c'est le fun de le voir autre que le Godfather puis Kama dans la nation puis tout ça. Mm-hmm. Fait que non, j'ai bien apprécié le match. Puis j'ai trouvé que plus que le match avançait, mieux que c'était. Puis on en a parlé tantôt, mais la fin, c'était très, très, très bon. Ouais, très diose. Très diose. Puis ça, c'est bon aussi pour la suite du show. Là, qu'est-ce qui va se passer? Décevant qu'il n'y ait pas de gagnant, mais il voulait protéger Sean qui ne gagne pas le tournoi. Fait que c'est normal. Puis pas le meilleur. Pas le meilleur match de Sean, mais quand même solide pour qu'est-ce que c'était. Tu t'as donné combien, mettons? J'ai 2-3/4. Ah, parfait. J'ai donné exactement la même note. Fait qu'on est à la même place pour ça. All right, number 1. Sean va aller pour le championnat intercontinental le mois prochain à New House 2 contre Jeff Jarrett dans une cause gagnante. Moi, lui, va continuer sa rivalité avec l'Undertaker. On nous montre comment Mabel et Taker se sont qualifiés pour le tournoi. Mabel a battu Alan Baum à New House 1 pour se qualifier, tandis que Taker a vaincu Double J Jeff Jarrett à Raw il y a de ça un mois. Tout dans la journée aujourd'hui, on a Bob Backlund qui a fait campagne électorale à Philadelphie. Il veut supprimer le cheesesteak de Philadelphie pour le remplacer par des carottes plus riches en vitamine D et en bêta-carotène. Et voilà. C'est toi qui appelle ça des carottes? Ben oui. Mais câlisse. Non, je sais pas. Je pense pas. Là. Ben, j'imagine. Là. On fera un historique de carottes à un moment donné. Le hasard est trop grand pour que ça soit juste une coïncidence. Ouais, c'est vrai que le hasard est grand. Ouais. Ensuite, vous avez interrogé les commentateurs étrangers sur la campagne de Bob Backlund. Ils ont répondu de leur langue maternelle, donc nos amis Raymond Rougeau et Jean Brassard aussi. Ouais. Euro Disney. Quand j'écoutais le show, je l'avais mis en photo instant là, sur Instagram. Là, Tu peux faire ça, Star. Fait que j'avais mis ça, justement, les deux commentateurs. Une autre affaire, qui rajoute. Il y a toujours de quoi faire avec les réseaux sociaux. C'est une job à temps plein, ça. Après 3 semaines, on ne l'utilisera même plus. Bon. Je l'ai utilisé pas mal. Hein. Ouais, c'est ce que je dis. T'as 3 semaines. Ouais. Match numéro 4. Mabel avec Mo. Undertaker avec Paul Bearer. La bille du match. Mikey Kyoda, encore une fois. Et pendant son entrée, on a Stephanie Wyan qui est là pour interviewer Mabel. Puis il dit qu'il va battre Taker puis gagner toute la finale, gagner la grande finale. Shocking. Taker a commencé par des coups de poing puis l'a projeté dans le coin après ça. Taker a ensuite enchaîné avec une corde à linge en pleine course pour déséquilibrer Mabel, puis un autre qui l'a mis à terre. Et Taker a rangé des cordes avant de porter une corde à linge derrière la tête de Mabel. Puis Mabel a fait trébucher Taker avec une prise qui ressemblait à un genre de spear, mais peu convaincant. Une line de Mabel a envoyé Taker par sa troisième corde. Taker a fait une guillotine sur Mabel en tombant du tablier jusqu'en bas. Et Mabel a fait une double chop à la gorge au Deathman.
ce qui a coincé le pied de Taker dans les cordes. Et Mabel en a profité pour donner de ruées de coups. Et Taker est passé avec des coups de poing, mais Mo a distrait Taker, ce qui a permis à Mabel de lui porter une souplex ventre à ventre sur le Phenom. Et Mabel s'assit sur le dos de Taker avec un camel clutch pour se reposer pendant que les fans scandaient repose en paix pour Taker, ce qui a plu à Paul Bearer en bas du ring. Et Mabel a projeté l'homme d'outre-tombe contre les marches. Et Mo a profité de l'occasion pour frapper Taker à son tour. Et Mabel envoie Taker dans le coin avec force. Il s'est suivi d'une souplex pour un compte de 2. Mabel enchaîne avec un body slam et s'attaque sur Taker pour un autre 2. Mabel tente un splash dans le coin, mais Taker lève son pied et lui fonce dessus avec une corde à linge qui le met au sol. Mabel est revenu avec un pile driver pour un compte de 2 encore une fois. Les deux courent un vers l'autre et on a un double down. Mabel se relève en premier et saute avec une descente du coude sur mais Taker se tasse. Et c'est Mabel qui s'écrase au tapis. Taker projette Mabel dans le coin et effectue un running splash suivi d'un étranglement dans les câbles. Mabel renverse une projection de Taker qui l'a envoyé dans les cordes et le Phenom ramassé l'arbitre Kyoda pour un ref bump. Taker saute sur Mabel avec une corde à linge sautante. Taker porte un chokeslam au massif Colosse. Très impressionnant. Taker fait tomber Mabel du tapis du ring avec un coup de poing. Et Taker a tenté un tombé, mais sans arbitre, parce qu'il était knock-out. Et Kama a couru vers le ring. Il rentre pour botter le dos de Taker. Mabel en a profité pour enchaîner avec une grosse leg drop. Mabel a réveillé l'arbitre. Et Mabel a couvert le Taker pour le 1, le 2 et le 3. Mabel passe automatiquement en finale. Suite au drap. Au drap contour. Dans le combat entre Sean et Kama. Il n'y a pas de décision. Kama continue d'attaquer Taker pendant que le Deadman fait son setup de zombie classique et poursuit Kama jusqu'au backstage. T'écouter parler, là, ça me donnait quasiment le goût d'écouter le match, mais vu que j'ai écouté le match avant de t'écouter parler, ça ne sera pas le cas. Je l'ai dit de pas faire confiance sur les descriptions de match parce que des fois, je rends ça meilleur que c'est les souvent. Écoute, Taker a fait son gros possible pour rendre ça moindrement intéressant. C'était pénible, c'était slow, c'était pas facile pour vrai. C'était vraiment pas facile ce combat-là. Mais pour l'effort de Taker, je vais quand même donner une note décente pour ce que c'était. Je vais te laisser y aller dans ton analyse. Un match OK sans plus. Là. Ça se paraît que mes boss gardaient pour un autre match après parce que sinon, c'est ça. J'ai donné 2. Oh, j'ai donné 1,5. Ah, OK. Eh ben. Ouais. Puis c'est pas sa plus basse note. Non. Taker et Kama vont terminer leur rivalité à SummerSlam quand Taker va gagner un casquette match contre Mustafa. Après avoir montré le bracket updaté, le dirigeable Stridex, on nous montre un excellent paquet vidéo pendant la cérémonie du temple de la renommée la veille, pour la 3e édition à l'époque. Puis il y a eu 7 nouvelles inductions. Les nouveaux membres ont été le Big Cat Ernie Ladd, Pedro Morales, le Grand Wizard, Antonino Rocca, le Fabulous Moolah, George Animal Steel et Polish Power, Ivan Putski. Et dans les faits saillants, on voit des lutteurs comme Bret Hart et Razor Ramon avec des jeunes fans à leur parler. Puis, surtout Razor, c'est cool. Là, il y a un petit handicapé dans sa chaise roulante, puis il donne la belt, puis il fait comme si je vais te battre. Ouais. C'était cool de voir ça. Là. Puis après ça, on a l'acteur Bill Murray avec un speech sur George Steele en direct du tournage du film Plus grand que nature sur un dos d'éléphant. Puis aussi Putski qui termine le package vidéo en chantant My Melody of Love. Et salut, c'est là que l'amour arrête. Salut, les gars fait son entrée avec Razor et son match sur le Roadie. Parlant de lui, et de lutter avec Todd Pettengill, le Roadie et Double J Jeff Jarrett. Jarrett dit que le Road Dogg est entraîné par Double J. Ça garantit sa victoire contre Savio et aussi qu'il va écraser Mabel ensuite. Et après ce soir, vous allez dire du Roadie Ain't the Road Dogg great? Et le Roadie finit en disant qu'après ce soir, il y aura 2 statues en dehors du Spectrum. Rocky Balboa et le roi Road Dogg. On attend toujours Philadelphie. Match numéro 5. C'est Vega avec Razor Ramon contre le Road Dogg Jeff Jarrett. La bête du match est Jack Down. Vega commence avec un hip-toss suivi d'une corde à linge qui envoie Roddy au tapis. Et Vega tente une clé de bras transformée en tombée. Road Dogg place un brise-nuque pour un compte de 2. Roddy a travaillé Vega avec des punches et un headbutt depuis la demi-corde pour un compte de 2 encore une fois. Puis il fait une petite danse après ça pour célébrer son coup.
Et le Road Dogg projette Savio dans le coin. Roddy prend un trop de temps sur la deuxième corde et rate son coup de boule. Un coup de coude à la poitrine suivi d'un body slam pour 2 pour Vega. Grosse botte de Vega en plein visage du chien de route. 1-2 kick-out du poulain de Double J. Jarrett attrape le pied de Vega après une position dans les cordes et Roddy frappe Savio dans le dos. Jarrett monte sur le tablier du ring et Vega renverse un whip du Roddy, mais met les breaks avant d'entrer dans Jeff Jarrett parce qu'il y a des heels intelligents. Mais Vega rentre un coup de genou dans le dos du Roddy, ce qui fait qu'il va face à face avec Jarrett. Et Vega roll up le Roddy pour le 3 et prend son ticket pour la grande finale. C'était correct comme match, là. Je veux dire, rien pour écrire à sa mère. Je le sais, je le ferai pas anyways. Là. Ouais. Mais c'est un match-up quand même intéressant dans le sens que pour un tournoi, c'est un match que j'aurais peut-être vu plus haut dans le tournoi, peut-être pas une demi-finale, là, parce que Roddy contre Vega, c'est usual. Mais j'aimais bien le hype autour de Vega que, tu sais, comme. Je sais pas, je trouvais que c'était cool pour lui de faire ce step-là. L'underdog. Mais, ouais, c'est ça. Mais pas un mauvais match en tant que tel, mais rien de fou non plus. Mm-hmm. C'est dommage que Wonder Trickle était blessé parce que ça rappelle cool, ça aurait été lui à la place de Savio Vega qui fait ça. Tu parles Wonder Trickle contre Roddy? Non, mais ça. Juste Underdog? Que la run de Vega qui a dans son là, c'est que le Wonder Trickle qui le fait à la place, ça aurait été plus cool. Est-ce que tu penses que Kid aurait gagné King of the Ring? Non. C'est la même finish. Là, il gagne les 3 matchs puis il perd le dernier match contre Maple. Okay. Là, mais je pense que la fois la Rami aurait plus embarqué, ça aurait été Wonder Trickle que Savio Vega. Là. Bon. T'as donné combien à ce match-là, toi? Ouais, un match short and sweet sans vraiment être plus, mais c'était OK. Fait que, pour moi, une certaine tendance depuis une coupe de match. C'est pas mal toute la même affaire. C'est OK sans plus. Là. Mais je reste ce match-là 2-1/4. Same thing for me. Ouais. Et après le match, on a Carlos Cabrera qui interviewe Vega en espagnol aux abords du ring. Et Doc Hendrix descend pour traduire ce qui se passe. Puis il évoque la peur de Vega, son envie de voler de ces gens, de voler des enjoliveurs. Et Doc ajoute que Vega prévoit d'abandonner. Puis c'est plus drôle à cause que la delivery de Doc Hendrix, qu'est-ce qu'il dit vraiment. Là, en tout cas. Ouais. Le Road Dogg et Jeff Jarrett vont quitter la compagnie pour de vrai le lendemain de In House 2, le mois suivant, après la défaite de Jarrett contre Shawn Michaels, peut-être Intercontinental. Et Roddy va revenir en septembre 96 pour donner le vrai Double J. Yeah, right. Plutôt dans la journée, Bret Hart a fait une promo, il paraissait différent passé avec J. King Lawler. Il a affirmé avec assurance que le roi lui baiserait les pieds. Il a ajouté qu'il était pour le couper en miettes. Je pensais à GB Kings. Ouais. Va le couronner. Le roi Lawler fait son entrée, interviewé par Stephanie Wyand. Puis Jerry lui demande c'est quoi l'odeur, puis il dit que c'est sûr que ça vient d'elle. Et Lawler dit que Hart n'a aucune chance et qu'il dit que Bret allait savoir ce que c'était de baiser des pieds royaux ou royaux. Il essaie de lui faire sentir ses pieds avant de s'arriver vers le ring. Il est rendu là, il annonce à la foule qui, après avoir battu Bret puis avoir fait embrasser son pied, il va aller dans la foule puis les faire embrasser leurs pieds un par un. Ça, c'est du heel heat. Ah, man. Pour vrai, il n'y en a plus. Ça, c'est du MJF aujourd'hui, à peu près. Là. Ah ouais. Match numéro 6. Jerry King Lawler contre Bradley Edmond Hart dans un Kiss My Foot match. Hey, wow, le thumbnail est dégueulasse. C'est pour Dave, ça. C'est vrai, hein? Ouais. Ouais. Voilà. L'arbitre du match est Earl Hebner. Il a rapidement quitté les rings. Bret projetant Lawler contre la barricade. De retour dans l'arène, Bret en a donné à cœur joie sur Lawler à le frapper de coups de poing. Puis ils ont quitté le ring encore une fois. Lawler envoyant Bret quitter les marches d'acier à son tour. Lawler a aussi fait il a projeté Bret contre la barricade. Et dans l'arène, Lawler porte un marteau pilon à Whitman. Pour ça, il fait avec un deuxième sans tenter de tomber. Et pour ça, il porte un troisième pile driver et Bret sur le troisième. Lawler, il décide de faire le compte, mais Bret dégage au compte de 2. Ce qui surprend Lawler, évidemment, parce que c'était un de ses gros moves, évidemment. Les fans ont scandé Burger King à Lawler et ça a agacé Jerry. Ce Bret a riposté avec des punches, mais Lawler lui a graffié les yeux et lancé hors du ring. Ce Lawler a retiré sa botte droite. Il a découvert qu'il portait une chaussette sale. Et Lawler a frappé Hart au visage avec sa botte parce que les commentateurs exagéraient sur l'odeur du pied de Lawler. Mais ça, là, pour vrai, là, excuse, là, mais un Kiss My Feet match, là,
n'importe quelle époque, n'importe quelle promotion, avec des lutteurs, que ça fonctionne toujours, ça. C'est du hit facile. T'es capable d'aller chercher ça avec n'importe qui et n'importe où, là, cette affaire-là. Le pire, c'est le premier de seulement 2 matchs même dans l'histoire de la WWF. Ouais, parce que c'est du one-on-one wrestling dans le sens heel puis face, là. C'est méchant, gentil. Là. Si tu veux, je C'est peux quoi l'autre match? Ben, je vais poser la question quiz. As-tu une idée, peut-être? Cherche pas trop loin. Non, je cherche pas loin, là. C'est juste que... C'était pas Lawler les 2 fois, non? Ouais. Fait que c'était Lawler, puis... Attends un peu. C'était pas Razor? Non, c'était beaucoup plus tard que ça. Genre en 2010, 2011, je pense. C'était... Tu veux savoir? Ouais, vas-y. C'était Michael Cole. Ah, ouais. Dans rivalité, puis dans ce match-là, Bret Hart est arrivé à la fin, puis il a aidé Lawler. Là, t'imagines? Ouais. Pour boucler la bouche. La boucle, plus dire. La bouche. Right. Ah là là. Lawler a frappé Hart du visage avec sa botte pendant que le commentateur exagérait l'odeur du pied de Lawler. Il a eu la ramasse une deuxième fois avec la botte puante du roi, mais a obtenu seulement un contre de 2. Il essaie de frapper Bret au visage avec son pied droit, mais Hart l'a bloqué, puis il a fait un croquet en jambe, il a donné un coup de tête dans le ventre du roi. Hart a enchaîné avec des elbow drops de son cru, et Lawler a répliqué avec un coup de botte au visage de Bret dans le dos de l'arbitre, encore une fois. Et Jerry va de sa marque de commerce avec un punch en sautant dans la deuxième corde. 1, 2, mais Litman dégage. Bret Hart a lancé Lawler tête première contre le poteau. Et c'est là qu'a accouché son gérant Sinja à cause à bord du ring. Et Jerry tient Bret pour accoucher, mais Hart se tasse du chemin et Lawler reçoit le coup de poing de accoucher par accident. Puis accoucher s'en va backstage. De retour dans le ring, Bret a fait son comeback classique, commençant par le balayage à la russe. Éventuellement, la foule était en délire pour Bret quand il a appliqué le sharpshooter au milieu du ring. Et après quelques secondes, Lawler a abandonné et c'est Bret Hart qui était le vainqueur du match. Ça ne s'arrête pas là. Après la décision, Bret a tenu la prise pendant une autre seconde de plus après le match parce que à SummerSlam 93, il avait fait ça. Il avait gardé la prise contre Lawler puis il l'avait jamais lâché, fait qu'il s'est fait disqualifier. Fait qu'il a appris cette erreur-là. Fait qu'il a dit 1, 2, 3, 4 et demi, 3 quarts. Je lâche. C'était mon esti. C'est bon, ça. C'est un nitpick, mais c'est niché, mais c'est bien fait. C'est une affaire que Bret, classique Bret, là, qui aurait pensé à ça. Là. Ouais, ben oui. Ben, quoi que je suis sûr, mais Lawler aussi, peut-être qu'il aurait pensé. C'est pas juste. Oh, ouais, Lawler, c'est quand même une grosse mind dans le business. Là. Ouais. Ça devait être bon, leur meeting backstage, eux autres, avec ces deux gars-là ensemble. Mais, ouais, mais en plus, ces deux-là, c'est une grosse rivalité, la WWF, entre ces deux-là. Puis moi, je me souviens quand j'étais kid, j'étais un fan de Bret aussi, mais je détestais Jerry Lawler, kid, là, puis il faisait sa job, là, c'était vraiment un bon heel. Mais pour vrai, à chaque fois que je voyais Jerry Lawler, là, puis je me souviens du match avec les béquilles, là. SummerSlam 93, là. Ce match-là, là, je l'ai haï, là, plus jeune, là, parce que je trouvais que Lawler prenait son temps, je trouvais ça long, je voulais voir de la lutte, fait que c'est genre, man, pour vrai, mais ces deux gars-là ensemble, ouais, ça devait pick my brain puis pick yours, là, ça devait être excellent. Ouais. Ce Bret a retiré sa botte droite pendant que l'annonceur annonçait que Lawler devait baiser le pied de Bret. Et Bret a donné un coup de tête à Lawler, mais Accouché est revenu. Mais Bret l'a invité de nouveau et Accouché a frappé Lawler avec un coup de belly en springboard de la 3. Ce Bret a sorti Accouché hors du ring avec une corde à linge. Et après ça, Hart a mis son pied dans la bouche du King. On pouvait même apercevoir les orteils de Bret dans la bouche de Lawler. Mais après ça, Bret, ce qui est drôle, c'est qu'il s'en va, puis il fait non, fuck off. Fait qu'il arrive, il va voir, il pogne le bas de Lawler, il l'enlève, puis il pogne le propre pied de Lawler, puis il rentre dans sa bouche à lui. Ça, c'était malade. Puis quand même impressionnant que Lawler puisse faire ça. Là. C'est pas évident de mettre son pied dans sa bouche. Là. Ouais, puis il était pas jeune à ce moment-là. Là. Non, vraiment pas. Puis, fait que voilà. Puis Bret célébrait encore un peu pendant que Lawler jouait la scène comme s'il était en train de vomir sa vie. Ah oui. En tout cas, il au bout, là. Après ça, Lawler va avoir une autre couronne qui n'est pas sa tête. Ah oui? Oui, il va falloir qu'il aille son dentiste. Ouais. Attends un peu, là. Non, c'est pas nécessaire. Je ne l'ai pas fait moi-même parce que je savais que ça ne méritait pas ça. Ça pourrait? Non. Tiens, c'est fait. Okay.
Quand il a mangé le pied de Brett Lawler, ça goûtait-tu le. Attends, t'as encore le doigt sur le bouton, Ouais. là. Ok, parfait, c'est bon. Ça goûtait-tu le buffet chinois? Hein? Ah, Brett? Ah, ok. Ouais. Ben, t'aurais pu dire plusieurs nationalités, ça aurait pu être crédible. Un gars des pareil, là. Antilles, un gars de l'Outre-mer. Ok, ça va faire, là. Parce qu'on sait que Brett, c'est un gars exotique. Ok, parfait. Tu vois, ça, ouais, ok. Ouais, ça arrête. Tu vas péter le tambour, arrête. Un des combats les plus faibles de Brett en pay-per-view, puis même là, c'était bon quand même. Fait que voilà. Ça aurait pu être ça aurait dû être la fin parfaite de la feud, mais c'était pas le cas. Mais quand même. Tu penses? Ben oui, ça, c'est la fin parfaite. Là. Il y a eu son Parce que traumatisme, puis- c'est le dernier clou dans le cercueil ou ben la dernière orteille dans la bouche. Ok, c'est bon. On va l'enlever. Alors, je peux pas faire ça. Pour une fois que c'est moi qui le fais. Non, je peux pas. C'est la moitié de mon matériel, je peux pas. Toi, le match. Ah, mais c'est toujours. Tu sais, comme je t'ai dit tantôt, c'est. Brett puis Lawler, c'est des gars qui font attention aux détails. Fait que si t'es un vrai fan de lutte puis que tu regardes ces deux-là lutter, tu vas trouver ton compte à quelque part. Puis tu reviens à la base aussi des. Tu sais, Brett, c'est un face agressif. Là. C'est pas le baby face classique du applaudissez-moi. Là. Tu sais, c'est plus c'est son attitude qui fait en sorte que c'est un baby face puis qu'on l'aime. Puis Lawler, ben, quel. Tu sais, il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire contre Jerry Lawler. Genre, le gars, il peut pas être. Il peut être aimé au bout, puis comme il peut être détesté, là, c'est un des grands de la business. Puis ils ont réussi à raconter une histoire avec un match de pied, fait que faut le faire quand même, là, je trouve. Oui, absolument. T'as donné combien? J'ai donné 3, moi. Ok. J'ai donné 2. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, j'ai donné 2, 3 quarts, excuse. Parce que j'ai la même note que Kama puis HBK. Ok, parfait. Excuse-moi. Non, c'est correct. Les deux vont continuer leur rivalité, mais du côté du roi, c'est pas lui, c'est son artiste Isaac Yankum DDS qui va affronter Brett à SummerSlam. Brett va gagner, mais le blow-off de la feud va avoir lieu le 16 octobre à Raw, quand Raw va battre DDS dans un combat de cage. L'autre est accroché dans une cage à requin en haut. Fait que voilà. Une vidéo. Oui, vas-y, t'as dit quelque chose? Ah, ben, j'allais dire qu'on l'a vu au Québec récemment à Battle War, puis qu'à NSPW, il va avoir ça aussi. Claude Malone va être dans une cage, je me trompe pas. Ah, cool, nice. Ouais. Bon, c'est parfait ça. Une vidéo montrant l'appui de la WWF pour les Jeux olympiques spéciaux était montrée, suivi des extraits de Bret Hart au Rock and Ring 93 et de Owen Hart à 94. C'était la fin. Le fin du tournoi s'en vient direct là. Match numéro 7, Mabel avec Mo contre Savio Vega avec Razor Ramon dans son coin. Dans la finale du tournoi King of the Ring. Et l'arbitre du match, Tim White. Puis on l'a pas mentionné, mais Mo est décédé plus tôt cette année. Peut-être 1 an et demi, peut-être. Un an et demi, ouais, c'est plus l'année passée. Ouais. 1 an, je pense. OK. Ouais, on l'a perdu, Mo. Give or take, ouais. Vince insiste que Mabel était exempté avec le bail pendant que c'est le 4e match de Vega ce soir. Il insiste vraiment sur le fait que Vega est un underdog à la Rocky Balboa Philadelphie. Fait que voilà. Mabel bouscule Vega trop dans le match, mais rate une attaque dans le coin. Et Vega a enchaîné immédiatement avec des points pendant que Mabel était dos au coin. Mabel a manqué une line parce que Savio a esquivé. Mabel a enchaîné avec un écrasement de corps, mais Vega a évité un elbow splash. Vega a porté une corde à linge qui a envoyé Mabel en bas du ring. Et Mabel a tiré Vega hors du ring, mais Savio l'a projeté contre les marches. Et après, c'est au tour de Mabel de rentrer Vega dans les mêmes marches. Et Mabel a par la suite appliqué une longue prise de l'ours. Et la foule n'était pas contente. Et la soumission a duré à peu près 2 minutes. Vega semble se nourrir de l'énergie du public qui s'en crisse un peu, malheureusement pour lui. Mabel a projeté Vega dans le coin, ce qui a mené à un autre Burhug. Mabel a lancé Vega dans les câbles, ce qui a mené à un coup de coude, un coup de bélier en sautant. C'était trop pour Mabel, c'était trop d'excitation pour Mabel, donc il a fait un autre petit break avec un chin-lock. C'est à ce moment-là que Mabel, les fans cette année, ont scandé ECW.
Vince, au commentaire, c'est pas ce que les fans disent, ils pensent qu'il encourage Savio. Fait qu'il dit, écoutez ce que la foule encourage Savio, écoutez ça. Là, c'est EC-Dub. Wow. Ouais, mais Bull rate un corner splash quand Vega bouge de là, ce qui permet à Savio de faire un roll-up pour un compte de 2. Vega tente son coup de pied rouet, retourner le visage, mais avec Mabel se dégage à 2. Vega court vers les cordes, Mabel le rattrape et il porte un power slam. Mabel rebondit sur les cordes et fait un splash pour remporter le match par tombée et donner le roi du ring 1995. But wait, there's more. Après le match, maintenant, les méchants ont tenté de faire prendre à Razor Ramon, qui passait avec un coup de poing. Mabel a frappé Razor au côte, lui a porté un body slam, parce qu'évidemment, Razor avait les côtes TP, fait qu'il l'a ressenti un peu plus. Mabel a enchaîné avec une descente du coude dans la poitrine du bad guy. Et Mabel, pas Mabel, mais moi, il m'a brisé les jambes de Razor, dont Mabel, après ça, a fait un monter sur les cordes pour faire un autre descente du coude. L'autre QK est intervenu pour essayer de sauver Razor, mais Mabel l'ont mis à terre aussi. Mabel a voulu faire un splash sur le Kid, mais les arbitres l'en ont empêché pour les escorter jusqu'au podium de couronnement où Mabel s'est assis sur le trône. Puis il a enfilé la cape sous les huées du public. Au lieu du sceptre traditionnellement remis au roi, il a reçu une épée, qui était quand même cool, je trouvais ça. Moi, au lieu d'un parchemin pendant que le public lui lançait des boissons au visage. C'est drôle parce que tu vois Mabel qui est assis, puis il y a crissement un cop qui le frappe, puis il fait genre. Ouais. Mo lisait très lentement la proclamation. Même Doc Hendrick, le commentateur Hill, riait de lui, fait qu'imagine. Mo a posé ensuite la couronne sur la tête de Mabel pendant qu'il disait « Vive le roi Mabel » et la musique royale retentit. Razor, Savio et le Kid ont tenté pour essayer de s'en prendre à eux. Les officiels, les arbitres l'ont empêché de monter sur le podium. Fait que c'est ça. Ben, à part que la couleur de Mabel fitait avec le roi, ouais. Moi, j'aurais donné ça à Savio. Là. Rendu là. Ouais, mais c'est pas ça le but qu'il voulait faire. Non, je sais, je comprends ce qu'il voulait faire, mais c'était boring, plate, je comprends les critiques, je comprends la foule, avoir été là, j'aurais eu moi aussi. Bon, heureusement, c'était pas trop long comme match, là, quoique, 8 minutes 30, 32. C'est long quand même, mais pas long, mais ça paraissait plus long que s'il l'était. Quand 60% du match, c'est des prises de soumission là, qui restent dedans, c'est ça. Fait que c'est pas pour rien que ce King of the Ring-là a été vu comme un des pires. Ouais, fait que un combat pathétique, pour vrai, c'était vraiment pas bon. Ça lui a fait de son mieux, mais il était pas assez over avec la foule pour qu'il give a damn et qu'il se mette avec lui. Puis tu sais, comme j'ai dit tantôt, avec les kids, ça aurait marché. Même Razor, à la limite, ça aurait marché beaucoup plus aussi. Là, ouais. Fait que, mais bon, ben oui. c'est ça qui arrive malheureusement. Ce match-là, je vais dire ma note. J'ai donné à ce match-là 3/4 d'étoile. J'ai donné une demi-étoile. Ouais, c'est ça. C'est rare, ça, que ça arrive sur le podcast, hein? The less said, the better. C'est bien rare que je vais en bas de 1 pour des matchs. Bien rare. Vraiment, ouais. Je pense que mon pire match, j'ai déjà noté à date dans le podcast. Je pense que c'est genre le match entre Goldust et Warrior, maintenant, là, In Your House, quelque chose. Ben, Good Friend, Better Enemies, là. Je vais donner moins quelque chose, là. Puis il y a ce match-là, puis un autre match qui vient en tête, je pense, c'est Jake Roberts contre André le Géant à WrestleMania 5, je pense. Ouais, c'est pas bon, ça. Ouais, c'est pas les 3 matchs que je vous dirais qui sont les... Bottom of the barrel. C'est rare qu'on donne notre base pour vrai, là, vraiment. C'est vrai, c'est vrai. Le push de King Mabel va durer jusqu'à SummerSlam, give or take, qui va challenger le champion du monde, Diesel dans une cause perdante. Savio, lui avec Razor, va affronter justement Mo et King Mabel à une Razor le mois suivant. Un match que Mabel et Mo vont remporter, parce que c'est dans le temps du gros push de Mabel. Mm-hmm. Ils ont montré Lawler dans les toilettes en train de se brosser les dents, où il avait du Listerine. Ils avaient joué la comédie en disant que ça lui donnait un goût dégueulasse dans la bouche. Puis plus tard, il a dit dans les shoot interviews comme quoi qu'il avait pris, pour faire l'effet qu'il vomissait, il avait pris des biscuits soda puis du coke, puis il avait pris une grosse gorgée, puis il avait craché ça. Ouais. Très bon, ça. Ouais, bien pensé. C'est un gars, un carny de Memphis. Il y a plein de trucs de même. Et là. Oh boy. Je pense que j'aurais pris Lawler qui se brosse les dents 15 minutes après, à part qu'est-ce qui s'en vient après. Oh, come on, là. Plutôt de la journée, une entrevue avec Psycho Sid, Tatanka, leur gérant, tête débiation, a été diffusée. Sid racontait comment il avait mis Diesel KO puis il avait fait fracturer le coude droit.
Après ça, Tatanka avait dit qu'il a déjà affronté Bam Bam dans le passé. Il s'est dit qu'il était là pour l'argent, tandis que Bam Bam a été viré de la Miller Corporation. Et il débute ça en concluant en disant que le champagne était frais et qu'il coulerait à flot et que le reposant coulerait aussi à flot. Pour lui, il était malade mental pour vrai, puis c'est des fucking drôle. Là. Il parle tout bas, puis après ça, il se barrait, puis tu vois les deux dans l'air. Des vrais heels, genre. Hey, pour vrai, Tatanka en heels, je le déteste pas. Là. Je sais qu'il est mieux en face, là, mais. C'est sérieux, là. Hey, il y a le look, là. C'est juste qu'il était mal booké, là. Il était booké point, c'est ça le problème. Hey, lâche Tatanka tranquille. Là. Mais là, il est pas bon, ce que je te dis, Scalis. En heel, il est pas bon. Je pense que. Eh oui, il est bon. Je sais t'entendre le faire. Je pense que je vais mettre le vrai bout de tout ce qu'il fait lui-même. Je vais le mettre à la place, ça va être moins fatigant. Ah oui, ça serait bon, ça qu'on le mette. Au début de sa toune, là, quand il fait son. On va faire ça à la place. On va se faire flaguer pour ça. Ben non. Pas pour un extrait de non, 2 secondes. Ben non, pas pour ça. Là. Pendant l'entrée des membres du Miller Corporation, les commentateurs s'efforçaient de dire que Diesel était blessé au coude, ce qui était vrai. Parlant de lui, il était 8 ans avec Todd Pettengill, Madame Bigelow et Big Daddy Cool Diesel, le champion. Diesel a dit qu'il n'était pas à 100%, mais qu'il était prêt à payer, il était prêt à y aller, et même sur le mythe Tatanka Pocahontas, le film le plus numéro 1 box-office nord-américain. À un moment donné, Bigelow a expliqué qu'il était confiant qu'il allait brûler la place. Fais pas ça. Ben, quoi que, fais-les. Non, c'est pas lui. Match numéro 8, Tatanka et Psycho Sid avec Ted DiBiase, contre Bam Bigelow et Big Daddy Cool Diesel. L'arbitre du match est Earl Ebner. Sid et Tatanka essaient d'attaquer dès le début, mais Diesel et Bigelow les ont repoussés d'un coup de poing et voulaient faire sortir du ring. Diesel a porté une corde à linge sur Tatanka. Sid a frappé le coude blessé de Diesel puis le projeté contre le coin. L'arbitre avait le dos tourné. Tatanka enchaîne avec des chops au coude et un kick au visage. Sid a pris le relais, il a tiré le bras et le coude de Diesel contre les cordes encore une fois. Puis il a continué à zoner sur le coude du champion, le coude blessé. Sid a tenté une leg drop que Diesel a esquivé et Bigelow a pris le relais. Bigelow était déchaîné en enchaînant les clothesines et un drop kick que j'étais Tatanka hors du ring. Bigelow a même amené un DDT à Sid. Bigelow est monté sur la troisième corde et a porté un headbutt à Sid, mais l'arbitre était distrait par DiBiase à l'extérieur du ring. Sid a pris le contrôle du match avec des punches dans le dos pendant que Bigelow voulait s'en prendre à DiBiase. Sid a attrapé Bigelow à la gorge. Sur la deuxième corde, il a porté un chokeslam des cordes jusqu'au tapis dans un très beau spot. Tatanka est remonté dans le ring, dominé Bigelow avec une suplex arrière. Sid a maintenant continué à malmener Bigelow avec des coups. Et Bam Bam a essayé de revenir, mais Sid l'a frappé au visage avec une grosse botte. Bigelow a tenté une prise sur Sid du tablier du ring, mais Tatanka était là pour le faire tomber de là. Ils sont remontés dans le ring éventuellement. Diesel a pris le relais, puis a projeté Sid dans le coin. Il lui a porté un coup d'avant-bras en sautant. Puis dans les cours, après ça, a enchaîné avec un body slam suivi d'une descente du coude, mais il est tombé sur son bras blessé comme un épais. Bigelow se retourne dans le ring, mais Tatanka il fait une croix de corps en pleine course. Tatanka applique une chin lock à Bigelow pour lui donner le goût de dormir encore plus. Tatanka passe un DDT en sautant, mais Bigelow se dégage à 2. Les deux hommes courent le long des câbles, et Bigelow et Tatanka se rendent avec une line pour un double down. Et Tatanka reprend le chin lock, mais Bam finit par porter un Satan Splash sur Tatanka. Et Diesel prend le relais à Tatanka et enchaîne avec des coups d'avant-bras suivis d'un écrasement de trottoir. Après ça, Diesel rate une corde à linge, mais il riposte avec une big boot. Et Diesel porte une rupture des cieux à Tatanka. Le champion Diesel tente de le tomber, mais il relève Tatanka au compte de 2 par la tête. Et Diesel pointe Sid du doigt en disant c'est lui qui voulait affronter. Mais Sid le cinglé, fait juste faire non, désolé mon pote, ça n'arrivera pas. Puis après ça, il descend du apron, puis il s'en va en arrière, puis il y a DiBiase qui est là. Qu'est-ce que tu fais? Après ça, pendant qu'il est un peu plus dans l'entrée, Diesel porte une descente du coude à Tatanka pour le compte de 3. Oui, le compte de 3 après une descente du coude. C'est Tatanka ça quand Chris. Ah, mais c'est une descente du coude de Tatanka, c'est pas pareil. Là. De Diesel. Des Diesel, excuse. C'est à cause du coude, il y a le coude blessé, il y avait un protection dessus. Ben oui. Et après ça, Bigelow et Diesel ont célébré leur victoire. Puis c'est déclaré que Big Daddy Cool is back. Et les feux d'artifice sont partis. Et c'est comme ça que s'est terminé Le Roi du Ring, édition 95.
l'affaire avec ce main event-là, c'est que Bigelow est bon, Tatanka est average, puis Sid puis Diesel, quand t'as pas du monde un petit peu meilleur qu'eux autres, c'est tough dans le ring. Ouais. Fait que Sid, de temps en temps, il se perd dans le ring. Diesel, ça reste Diesel. C'est un bon lutteur, mais c'est pas le gars que tu veux qui gère le match au complet. En tout cas, pas à 95. Il n'y avait pas sa full experience, mettons. Là. Quoique c'était son année. Là. Ouais. Mais ça te permet pas je veux dire, c'est un main event. Ça scream pas main event non plus, même si j'aime Tatanka. Là, je suis quand même capable de faire une analyse que c'est pas ça qui va me faire acheter un pay-per-view, mettons. J'espère pas, Calis. C'est pas mal ça en tant que. Un main event affreux, là, pour être dégueulasse, puis pauvre Bam Bam. Mérite mieux que ça. Ouais, Bam Bam méritait mieux que ça. Moi, j'ai donné 1,5. J'en ai 1. Ah, t'es tough. C'est pas un show pour être généreux, vraiment, celui-là. Non. C'est correct. On n'a pas été généreux, je trouve. Là. Non, en effet. Fait que Diesel décide vont avoir un match retour pour la ceinture au prochain In Your House dans un combat de bûcheron que le Big Daddy Gold va gagner. Dans le même combat, Mabel a fait une descente, a attaqué Diesel pour céder leur combat à SummerSlam. Le attaquant va être suspendu après ça au mois d'août. Une sorte de lasso qui est venu paraître une erreur sur la personne. C'est compliqué. Maintenant, on va peut-être en parler plus. Bigelow va affronter les membres de la corporation par la suite. Il va quitter la compagnie après sa Earth Series la même année. Fait que voilà. On est rendu au Match of the Night, le P-Match et bien sûr la note. Match of the Night, ça va être tough parce qu'on a deux avec la même note. Là, fait qu'il va falloir les partager, je pense, les deux. Là. Fait que je vais. Non? Non, c'est vrai, t'en as un plus haut, toi. Ouais. Je vais aller avec mon match of the Night. Si, bon, j'aurais jamais passé de ça dans ma crise de vie, mais le meilleur match à soirée dans une carte qui a Bret Hart, Shawn Michaels puis Taker. Bubba Lee contre le Roadie. Non, je suis pas d'accord avec ça. C'est dommage, c'est pas ton match of the night, c'est ton match of the night, c'est ça. Moi, je vais départager mes deux matchs qui étaient à 2 3/4 avec celui de Bret et King Lawler et Kama et Shawn Michaels. Puis pour une des rares fois, ce ne sera pas Bret qui va départager mon match of the night, mais je vais donner ça à Shawn Michaels et Kama. Je trouvais que pour un match de Kama, la deuxième partie du match était bonne, était quand même bien faite. Mais encore là, c'est pas. C'était pas sans hésitation. J'ai pas. Mais le pire, c'est que si il y aurait eu un gagnant à ce combat-là, j'aurais peut-être mis pour un match of the night. Ouais, c'est ça. Mais bref. Ouais. Puis le pay match, j'avais dit ça. C'est Mabel contre Taker. Ouais. Non, Mabel contre Savio. Ouais. Mais le pay, c'est que dans mon pay match, c'est pas ça que j'ai marqué, mais c'est ça, je me suis souvent trompé quand je l'ai marqué. Mais c'est ça, c'est Tatanka, pas Tatanka, mais Mabel contre Savio. King of the Ring. Ouais, puis j'ai donné, je pense, 3/4 d'étoiles, puis là, j'ai donné 1. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que voilà, la note du show. J'ai donné à King of the Ring 95 la note misérable, dégueulasse, pas bonne, affreuse. Et voilà. De 3 sur 10. C'est ta pay-note ever, ouais. Ouais, j'ai regardé pour être sûr. C'était quoi l'autre? Je pense que c'était Bash at the Beach 99 qui était genre 3,5 ou 4. OK. C'est bon. J'ai donné la note à King of the Ring 95. Je m'en tambour. 3,5. OK. Mais le pire, c'est que c'est contradictoire, que ça contredit ce que je vais dire, que je pense que je vais dire. Là. Mais si j'avais jamais vu ce show-là, aller le voir au moins une fois. Pour voir à quel point c'est mauvais. Oui. Non, mais c'est pour ça. C'est mauvais, mais ça se regarde bien pareil. Oui, parce que c'est nostalgique, puis Vince en commentaire, puis oh, what have I over? C'est correct. Ouais, je pense que c'est plus ça. Ouais. C'est ça, c'est nostalgique. Là. OK. Mais bon. Fait que voilà, King of the Ring 95, dans le rétroviseur, on a fini avec. Fait que voilà, ce qu'il nous reste à faire pour ce soir, pour aujourd'hui, pour ce matin, pour cet après-midi, pour cette soirée, c'est de dire qu'est-ce qu'ils avaient les podcasts récents et futurs.
Et voilà, récemment, on a fait les mauvaises gimmicks, toutes les mauvaises gimmicks dans le monde de la lutte et ceux qui sont devenus des champions après avoir commencé leur carrière de la mauvaise façon. On va avoir King of the Ring 97 Retro Review, notre dernier de cette année. Et également, on va avoir la biographie de Evolution, Triple H, Batista, Ric Flair et Randy Orton. Donc ça va être la semaine d'après. Et à travers la table, les lives, il nous en reste pas beaucoup, il nous en reste un. 20h30 live sur Facebook, Twitch et YouTube. Après ça, on va vous dire ce qui s'en vient. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On va avoir du footage en masse à vous montrer avec nos récents et nos prochaines interventions un peu partout parce que grosse équipe à Montréal. Oui, exact. Avec M. Alfredo en plus. C'est vrai. On sort de sa tanière pour nous suivre. Hey, 2 semaines de suite pour vrai. Pour le faire. On ne le verra plus pendant 6 mois. Hein. Elle nous aime tellement qu'il se court de sa réunion d'école. Hey, pour vrai, je suis surpris de ça. Ouais, tant mieux. On l'a converti. Fait que What voilà. a mark. What a mark. Fait que voilà, c'est conclut le podcast Canary 95 de Retro Review. Yes. Fait que suivez-nous les réseaux sociaux pour la suite. La semaine prochaine, on va avoir bien sûr Canary 97 et à travers la table spéciale Golden Opportunity. Mais d'ici là, c'est très important, n'oubliez pas la maison. Allez, va!